C'est la disparition la plus connue de l'histoire du triangle des Bermudes, l'escadrille 19. Le commandant Taylor a déclaré que ces deux boussoles l'ont lâché. L'une des théories les plus populaires est celle de l'enlèvement extraterrestre. C'est une autre victime du triangle des Bermudes. Je pense que c'était un problème de manque d'oxygène qu'on appelle hypoxie. Ça provoque des troubles du jugement. Le seul moyen de comprendre l'hypoxie, c'est de l'expérimenter. Je peux faire ça avec ce truc-là. Faites vraie phrase, Chuck. Je suis absolument convaincu que l'avion qui se trouve au fond de l'eau à cet endroit est bien celui de l'escadrille 19. Regarde, on a un truc. Préparez le robot sous-marin. Mets le drone à l'eau. Regarde, on a une aile. Sérieux? C'est un avion de l'époque de l'escadrille 19. Dans le triangle des Bermudes, on recense plus de disparitions d'avions, de bateaux et de personnes que n'importe où ailleurs sur la planète. Pour certains, ce phénomène est dû aux caprices de la nature. On ne voit plus rien, c'est pas bon. Mais pour d'autres, des forces surnaturelles sont à l'œuvre. Chuck, prêt à plonger? 4 spécialistes du triangle des Bermudes vont braver ces eaux troubles pour découvrir la vérité. On est au-dessus, lâche-le. Il y a un truc bizarre en dessous. Qu'est-ce que c'est? 5 mètres, on se rapproche. Ces plongeurs intrépides sont déterminés à percer les secrets des eaux les plus dangereuses au monde. Allez, on y est. On a quelque chose. 25 mètres de profondeur. Préparez votre matos. Vendredi, 13h. T'es prêt à y aller? Ouais. N'oublie rien. L'équipe de recherche sur le triangle des Bermudes se prépare pour une session de plongée dangereuse dans l'océan Atlantique. Ces 4 hommes sont des amis de longue date qui travaillent ensemble dans les eaux du triangle des Bermudes depuis des années. Ils enquêtent actuellement sur une escadrille de torpilleurs TBM Avengers disparue dans le triangle des Bermudes. Ces avions se seraient peut-être abîmés en mer à 10 km de la côte des îles Bimini, dans les Bahamas. 1, 2, 3. Depuis plus de 70 ans, les experts et les chercheurs du monde entier sont perplexes face à l'énigme de la disparition de l'escadrille 19 formée par ces 5 avions. Aujourd'hui, nos hommes risquent leur vie pour explorer les profondeurs de ces eaux mystérieuses. Capitaine à l'équipe. La visibilité est vraiment limitée. Le sonar a détecté quelque chose à 25 mètres de profondeur. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, parce qu'avec le sonar, on n'a pas d'image précise. Ça nous montre juste qu'il y a quelque chose. Le courant est vraiment fort. Soyez prudents. On était surexcités, on s'est équipés, on a plongé. Ces avions ont disparu en 1945 et depuis, ils demeurent introuvables. Si on y arrive, c'est incroyable. Plongeur 1, on approche du fond. C'est profond, les gars. Très profond. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Suis-moi, on descend. C'est peut-être une aile d'avion. Quand on passe le nez, la coque est très verticale. C'est immense. J'ai d'abord cru que ça pouvait être une aile, mais en fait, de près, c'est une coque de bateau. C'est un bateau, tu dis? Affirmatif, c'est un bateau. On va quand même aller voir ce qui se passe. Clairement, ce n'était pas l'escadrille 19. C'est juste une autre victime du triangle des Bermudes, en quelque sorte. Il y a un gros trou dans le fond de la coque du bateau. On remonte. C'est un peu décevant, mais on va continuer à chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Allez, on rentre au bateau. Sur ce genre de recherche, une fois qu'on met le doigt dedans, on ne peut pas lâcher comme ça. C'est fini pour aujourd'hui. Le lendemain, le capitaine Mo et son équipage décident de poursuivre leur enquête sur l'escadrille 19 à leur camp de base en Floride, à la pointe ouest du triangle des Bermudes. Au cours de leur recherche, ils vont affronter des eaux tumultueuses qu'ils connaissent bien. Plonge le moteur et remonte l'échelle. Ça fait 35 ans que je bosse sur le triangle des Bermudes, que ce soit dans l'eau, dans les airs ou dans des bouquins, donc je me suis pris pas mal de claques. Le triangle des Bermudes a été identifié pour la première fois en 1964. D'après la plupart des experts, il s'étend entre la pointe de la Floride, les Bermudes et Porto Rico. Mais la question de ses limites précises est très débattue.
Ce qu'il y a de bizarre dans le triangle des Bermudes, c'est que pour certains, la pointe ouest tombe sur Miami, pour d'autres sur les Keys, et d'autres disent qu'il s'étend jusqu'au golfe du Mexique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de bateaux, d'avions et de personnes disparaissent dans cette zone très spécifique. Depuis 2 ans, le capitaine Mo s'est donné pour mission de résoudre les mystères du triangle des Bermudes afin d'éviter de nouveaux drames. Il a été rejoint dans ses recherches par 3 marins de Key West. Dave Siego, sauveteur plongeur et ancien militaire. Ça marche! Chuck Meyer, ancien policier et sauveteur dans l'armée. La brise arrive par la poupe. Et Mike Steele, ingénieur maritime et second capitaine. Carburant c'est bon, transmission c'est bon, les tuyaux et la courroie aussi, c'est tout bon. Ces hommes mettent leur carrière en attente et leur vie en jeu pour trouver des réponses à leurs questions. Ensemble, ils forment le TRIGE, qui peut se traduire par l'équipe de recherche sur le triangle des Bermudes. Dave est à terre. On a formé cette équipe parce qu'on veut savoir pourquoi des gens disparaissent. La plupart des gens qui vivent dans le triangle, ou pas très loin, ont perdu des proches, des amis, etc. Et je pense qu'ils en ont marre. Ça a l'air bon. Ces gens veulent qu'on résolve le mystère, parce qu'ils en ont marre d'avoir peur. Venez vous asseoir qu'on discute. La disparition de l'escadrille 19 est l'un des mystères les plus connus du triangle des Bermudes. L'équipe est bien décidée à affronter les eaux périlleuses pour résoudre cette énigme. Le 5 décembre 1945, 5 avions TBM Avengers Grumman ont décollé sous les ordres du commandant Charles Taylor pour un vol d'entraînement et ont disparu quelque part dans le triangle des Bermudes. On n'a absolument rien retrouvé. L'histoire de l'escadrille 19 fait vraiment partie de la légende du triangle des Bermudes. Ce n'était pas seulement un avion, mais 5. En plus, il s'agissait de militaires, et on n'a jamais rien retrouvé. Je pense que ça a marqué le début de la légende du triangle des Bermudes. C'était l'escadrille 19, donc le 19e vol de la journée à accomplir exactement la même mission. C'était un vol d'entraînement de torpilleurs, un vol de routine. L'objectif, c'était de décoller de Fort Lauderdale, de voler vers l'est en survolant la zone appelée Hens and Chickens, de poursuivre en ligne droite, de virer vers le nord-ouest sur 190 km, puis de virer à nouveau à gauche et de rentrer à la base. Mais ce dernier virage n'a jamais eu lieu. À 16 heures, il s'est passé quelque chose. Le commandant Taylor a passé un appel radio pour annoncer que les 2 boussoles de son avion avaient cessé de fonctionner. Il a dit qu'elles s'affolaient. Pendant ce temps, à terre, les contrôleurs aériens tentent désespérément de déterminer le problème rencontré par l'escadrille de Taylor, ainsi que leur localisation. Le signal radio est faible et irrégulier, mais l'un des pilotes déclare que les autres hommes se sont perdus à la suite de leur dernier virage. Taylor déclare également que l'avarie de ses boussoles a dévié les Avengers de plusieurs centaines de kilomètres, ce qui les place au-dessus des Keys. Taylor fait donc virer son escadrille vers le nord-est en espérant atteindre Fort Lauderdale, mais ils n'atterriront jamais. Ils passent en fait plus de 2 heures à chercher désespérément un coin de terre de plus en plus perdu au cœur d'une météo de plus en plus dangereuse. Plus personne ne reverra l'escadrille disparue avec ses 5 avions et ses 14 hommes. À ce jour, il n'existe aucune explication à la panne des boussoles de Taylor. 2 boussoles qui tombent en rade en même temps, c'est inouï. Je ne sais pas ce que valaient les boussoles en 1945. Quand j'étais dans l'armée, j'utilisais la boussole de mon grand-père. Il l'avait en 1945 pour la bataille d'Iwo Jima. Elle a toujours très bien marché. Et là, on est dans le triangle des Bermudes. Il se passe toujours des trucs bizarres. De tous les mecs que je connais, Dave est celui qui a le plus de chats. J'en ai 8, c'est pas énorme. Cela fait plus de 60 ans que la disparition de l'escadrille 19 laisse les spécialistes perplexes. Cette affaire intéresse particulièrement Chuck et Dave, qui sont d'anciens militaires. Les 2 hommes se connaissent depuis plus de 20 ans. Chuck est mon meilleur ami. Je mettrai ma vie entre ses mains sans hésiter. Il a été sauveteur-plongeur dans la Navy, shérif et agent d'une unité d'intervention spéciale. Chuck a perdu sa jambe dans le désert. Son véhicule s'est fait exploser 3 fois. On peut pas deviner qu'il lui manque une jambe sans l'avoir vu de près.
Avant de tenter de déterminer l'endroit où l'escadrille 19 a disparu, l'équipe va d'abord essayer de comprendre pourquoi. Chuck et Dave ont rendez-vous avec un auteur spécialiste du triangle des Bermudes, Scott Alan Roberts. Scott va leur expliquer les différentes théories susceptibles d'expliquer ce qui est arrivé à l'escadrille disparue. On est là pour parler de l'un des plus grands mystères du triangle des Bermudes, l'escadrille 19. C'est vraiment la toute première affaire. Pourquoi ces soldats se sont-ils perdus? Qu'est-ce qui les a déviés? Pourquoi ont-ils fait de tels zigzags au-dessus des Bahamas et du sud de la Floride pour ensuite disparaître? Ce qui m'intrigue le plus, c'est cette histoire de deux boussoles qui perdent le nord. Je pense qu'on peut dire que c'est devenu un grand classique dans le triangle des Bermudes. Depuis toujours, les histoires de boussoles ne sont pas rares dans le triangle des Bermudes. En 1492, Christophe Colomb mentionne des données assez bizarres fournies par sa boussole sur sa route vers le Nouveau Monde. En 1928, la boussole embarquée sur le Spirit of Saint-Louis devient folle, alors que Charles Lindbergh tente un premier vol entre Cuba et la Floride. Les problèmes de boussole sont un phénomène tellement commun dans le triangle des Bermudes que certains croient à une malédiction sur cette partie de l'océan. Existe-t-il des hypothèses crédibles pour expliquer ce qui a pu se passer? L'une des théories les plus populaires est celle de l'enlèvement extraterrestre. Les instruments auraient cessé de fonctionner parce que les extraterrestres auraient scanné ou trafiqué les appareils avant de les faire disparaître de la surface de la planète. Est-ce qu'il y a des hypothèses un peu moins paranormales? Oui. Il y a la théorie du brouillard électromagnétique. Beaucoup de pilotes qui ont volé dans cette zone disent avoir traversé une sorte de bande brouillard et qu'à ce moment-là, tous leurs instruments sont tombés en rade. Leur système de navigation et leur boussole aussi. Est-ce que vous croyez à cette théorie du brouillard électronique? Il y a eu beaucoup de témoignages distincts sur ce phénomène. Donc je pense qu'il y a là au moins une partie de vérité. Quand on a discuté de tout ça avec Scott, il nous a parlé du brouillard électronique. Même si c'est un phénomène qui existe, aucun rapport de l'époque ne parle de brouillard. Donc j'aurais tendance à mettre cette théorie de côté. On pourrait éliminer l'hypothèse du surnaturel. C'est une théorie assez douteuse. Mais il y a une histoire sur le commandant Taylor. Avant de décoller ce matin-là, il a dit « Écoutez les gars, je le sens pas, je veux pas y aller ». Son chef ne lui a pas laissé le choix, donc il y est allé. Et on connaît la suite. Il a disparu. Était-ce une pure coïncidence ou une prémonition? Pour moi, quand notre instinct nous dit de ne pas faire quelque chose, faut pas le faire. C'est peut-être ce qu'a ressenti le commandant Taylor. C'est peut-être son instinct ou une sorte de prémonition qui lui a dit qu'il ne reviendrait pas vivant de ce vol. Ça pourrait donner une note paranormale à cette histoire, puisque quelqu'un, quelque part, lui aurait soufflé de ne pas y aller. Il est 10h15. L'équipe de recherche enquête sur la disparition en 1945 de l'escadrille 19, souvent attribuée à un dysfonctionnement de boussole, un phénomène qui semble récurrent dans le triangle des Bermudes. Pour beaucoup, l'escadrille a été victime de la malédiction du triangle des Bermudes. Pour le vérifier, Mike et le capitaine Mo ont pris rendez-vous avec un ancien instructeur de plongée, également pilote. Frank? Oui, je vais éteindre mes appareils. Frank pense avoir une explication rationnelle au drame dont a été victime le commandant Taylor. Il dit que ces deux boussoles sont cassées. Et pourtant, il ignore les conseils qu'on lui donne. Deux boussoles qui cassent en même temps? Apparemment, c'est un phénomène récurrent dans le triangle des Bermudes. Je suis assez sceptique sur l'existence d'un phénomène pareil qui agirait uniquement dans une zone aussi réduite du globe terrestre. Je n'y crois pas vraiment. Pour moi, quelque chose s'est produit en lui qui l'a empêché de lire correctement les boussoles. Pour moi, c'est dû à un manque d'oxygène, aussi appelé hypoxie. Ça provoque des troubles du jugement, un peu comme l'excès d'alcool. L'hypoxie est un état qui touche les pilotes lorsque leur cerveau est privé d'oxygène. Cet état se traduit par des symptômes comme une désorientation, des troubles du jugement, des hallucinations et des changements du comportement. Dans certains cas, l'hypoxie peut provoquer une perte de conscience, voire la mort. Est-il possible d'être désorienté à ce point à cause d'une hypoxie?
Je crois vraiment que oui. Quand les gens sont atteints, ils sont encore capables de dire qu'ils gèrent. On ne réalise pas forcément qu'on est désorienté. Frank a l'air calé sur le sujet. Il a beaucoup d'expérience. Donc il serait intéressant d'explorer sa théorie. Merci beaucoup. J'aurais aimé vous aider mieux. Pendant toutes ces années, les experts ont essayé de comprendre pourquoi les boussoles du commandant Taylor ont perdu le nord. Mais peut-être qu'en fait, c'est le commandant Taylor qui a perdu le nord. L'hypoxie pourrait expliquer le comportement étrange du commandant Taylor, mais elle n'explique pas pourquoi on n'a jamais retrouvé la moindre trace de l'escadrille disparue. Ni pourquoi des centaines d'avions ont connu le même sort dans le triangle des Bermudes. Le 21 juin 1943, 5 équipiers s'envolent à bord d'un bombardier Ventura au départ de la station aérienne de Boca Chica à Key West et survolent le triangle. Leur mission consiste à faire un vol d'entraînement, tout comme pour l'escadrille 19. Eux non plus ne sont jamais revenus. La Navy a alors lancé des recherches poussées en suivant la trajectoire de l'avion, mais aucune trace d'accident ni aucun débris n'ont jamais été retrouvés. Le bombardier et l'escadrille 19 auraient-ils connu le même sort tragique ? Alors, Mike et moi sommes allés rencontrer un spécialiste de la plongée. Oui. On a discuté de certaines théories sur l'escadrille 19. Chuck, tu as travaillé pour la Navy en tant que pilote. Donc tu as suivi une formation sur l'hypoxie. Tout à fait. Que ce soit les pilotes, les hommes d'équipage ou toute autre personne en vol, tout le monde suit la même formation. C'est la physiologie aéronautique. On parle d'hypoxie, de mal de l'air, de désorientation, tout ce qu'on apprend à l'école de pilotage. Il faut se former pour savoir reconnaître une hypoxie, parce que ça peut être mortel. La théorie de l'hypoxie dont on vient de nous parler est très intéressante et basée sur des faits scientifiques. Pour décrire l'hypoxie, on la compare à l'ivresse. Mais en fait, ça arrive si soudainement qu'on ne peut même pas en reconnaître les symptômes. Ce n'est pas comme quand on boit de la bière. On monte en altitude et d'un coup, on est en hypoxie. Du coup, l'aptitude de notre corps à comprendre ce qui nous arrive est très limitée, voire réduite à néant. Et ça peut causer des problèmes très graves. Parce qu'à partir de là, les erreurs peuvent s'enchaîner jusqu'à ce que la situation devienne irrécupérable. Et à l'époque du commandant Taylor, j'imagine que la formation n'était pas la même qu'aujourd'hui. Cette théorie est donc très crédible. Le commandant Taylor n'a peut-être pas été formé du tout sur l'hypoxie. Sans doute pas. Je ne pense pas que ça existait dans les années 40. Il y avait 5 avions. Pourquoi les hommes des 4 autres avions n'auraient pas contesté ces ordres? Je comprends pas. La réponse est simple. Ils suivaient les ordres. Pour moi, l'hypoxie est sans doute la seule explication possible dans cette affaire. 4 pilotes qui suivaient Taylor, ils étaient, disons, ils obéissaient de façon militaire. On suit le commandant jusqu'au bout. Moi, j'aurais pas suivi. J'aurais été là, je laisse tomber, je me casse. J'aurais pas suivi ce tas. Le soleil est là-bas, moi j'y vais. Que pensez-vous de cette théorie? Serait-ce l'hypoxie qui a causé la perte de cette escadrille? Ce n'est pas la théorie la plus farfelue. Ça peut arriver. Oui, c'est une hypothèse valable. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Mercredi, 9h du matin. On y est. Notre équipe arrive à l'Institut aéromédical pour rencontrer le docteur Paul Buza afin d'en apprendre un peu plus sur l'hypoxie. Voici votre chambre. Comment avez-vous fait pour la mettre ici? Quand le bâtiment a été construit, on a fait construire cette chambre en même temps. Tout a été fait en une seule fois. On va voler aujourd'hui? Non, cette chambre pèse 35 tonnes, donc elle ne va pas bouger d'ici. À l'intérieur de la chambre, on va diminuer la pression, comme si vous voliez et que l'altitude augmentait. Et la porte? Elle est lourde? Presque 2 tonnes. Laisse la porte ouverte. Clairement. Je vais pas la fermer, ça me fait flipper. Quand on entre dans la chambre, ça ressemble à ce qu'on imagine d'un sous-marin. Il y a des petits sièges d'avion, des masques à oxygène, des jauges. On dirait des jouets d'enfants.
Je dois dire que c'est assez surprenant. C'est ce qu'on appelle une chambre hypobar. Ça fait l'effet d'un vol en avion. Plus l'altitude augmente, plus vous allez sentir l'hypoxie. Vous allez avoir du mal à faire des choses très basiques, comme jouer à des jeux simples. Comment ça fonctionne? Cette chambre est reliée à un immense système d'aspiration. Ce système va retirer de l'air de la chambre en faisant progressivement le vide. Et donc le taux d'oxygène va également diminuer. En gros, ils vont retirer l'air de cette chambre et tu vas mourir. Dans l'armée, on parle de l'inoculation du stress. Ça veut dire que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de le faire. Donc le seul moyen d'apprendre ce qu'est l'hypoxie, c'est de la subir. Vous êtes impatient? Qui sera mon premier groupe de cobayes? On va se retrouver dans un grand tube d'acier et ils vont en aspirer l'oxygène jusqu'à ce qu'on s'évanouisse. Ça nous vend du rêve. Mo et Chuck, ici votre médecin préféré. Salut docteur. Je voulais juste vérifier si vous m'entendiez bien. On vous entend 5 sur 5. Cool. Vous montez déjà, vous approchez les 2000 mètres. Quelle est la plus grande altitude que vous ayez reproduite sur un humain? Je pense que c'était entre 6000 et 7000 mètres. Et là, on va les faire monter à combien? 8000? Ils sont costauds, hein. Ils peuvent bien supporter ça. Ils font un bon poids. Regardez tout l'oxygène qu'ils ont là en réserve. Leur sang en est plein. Ça ne change rien. C'est vrai. À de telles altitudes, tout peut arriver. C'est parti, docteur. C'est parti. Nous revoilà. L'hypoxie est toujours un problème majeur pour les pilotes. Mais c'est un phénomène bien plus connu aujourd'hui qu'en 1945. Ce phénomène pourrait-il expliquer les décisions dramatiques prises par le commandant Taylor? Et expliquer le sort tragique de l'escadrille 19 dans le triangle des Bermudes? C'est parti. Nous revoilà. Est-ce que vous voyez votre niveau d'oxygène? Apparemment, pour moi, c'est écrit 99 et 71 sur le cadran. Et pour Mo, 98 et 96. Tout au long de l'expérience, Chuck et Mo porteront un oxymètre de pouls qui permet, grâce à un rayon lumineux, de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Chaque sujet réagit différemment, mais en général, un taux inférieur à 90% peut causer des défaillances. Et au-dessus de 55%, le risque est mortel. On approche les 5000 mètres, messieurs. On va pouvoir commencer les exercices. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Moi, j'ai un carré rouge que je vais mettre dans le carré rouge. Le trou du carré rouge. Bien joué, Chuck. Moi, j'ai un cœur. Ah, non, pas un cœur. Il appelle l'étoile un cœur? C'est pas un cœur. J'ai une étoile. Il commence à dire des bêtises. On nous a demandé de faire un exercice simple, comme par exemple prendre un objet cylindrique et le mettre dans un trou rond. Là, c'est un... Articulez, Mo. Je l'ai sur le bout de la langue. J'ai pris un cylindre. Mon cerveau disait... C'est un cylindre violet, dis-le. Mais les mots ne sortaient pas. Retirez-moi un peu d'oxygène et je deviens un clown. Chuck, tu commences à rougir comme si t'avais passé 2 jours au soleil. T'es sûr? Chuck, c'est clair que tu es rouge. C'est ce que je dis. Bon alors. Petit à petit, il prenait de l'altitude. Et nous, on regardait ces 2 gaillards, pour qui j'ai tant de respect, qui se sont mis à bafouiller. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé un tel comportement de leur part. J'ai la tête qui tourne, c'est... Fais des phrases complètes. Écoute, si tu fermes ta bouche, je pourrais parler. Messieurs, vous allez avoir besoin des masques. Chuck, quel est votre taux d'oxygène? J'ai 73 et 72, mais on n'arrête pas encore, on n'a pas fini. Bien, commandant Taylor. Dans ma tête, j'étais sûr que toutes mes réponses étaient bonnes à 100%. Mon taux d'oxygène est à 72, j'ai un triangle vert. Je peux aussi le faire avec... C'est quoi ce... C'est un carré. Ah, ça c'est une étoile.
Chuck, vous allez avoir besoin du masque. Ça va. On va descendre jusqu'à 60. Là, j'en suis à 72. Je continue à battre Mo. Tu perds la boule, mec. Je te jure. Je croyais avoir encore complètement le contrôle. Mais ça aussi, c'est un symptôme de l'hypoxie. On pense qu'on contrôle complètement la situation. C'est maintenant que je dois faire le rabat-joie, messieurs. On commence juste à s'amuser. Vous devez mettre vos masques tous les deux. Mais je suis à 76, ça va encore. Retirez vos casques et mettez vos masques. Franchement, je pète le feu. Maintenant, allez-y. Quand j'ai obéi aux ordres, dès la première inhalation avec le masque à oxygène, les symptômes de l'hypoxie disparaissent. Ravi de vous revoir. Tout va bien? Oui. Tu me manquais, mec. En un claquement de doigts, tout redevient normal. Alors, qu'en avez-vous pensé? À un moment, j'ai pris une étoile. Je savais que c'était une étoile. C'était une belle étoile jaune. Et j'arrivais pas à le dire. Tu étais là, mais comment ça s'appelle? La sensation, c'est une sorte de léger vertige. Mais j'étais convaincu de pouvoir gérer quand même. Je me disais, c'est bon, pas de problème. T'as dit au moins 10 fois, c'est bon, je gère. Ben oui. Le docteur vous a dit 5 fois de mettre vos masques, mais vous n'obéissiez pas. Vu mon expérience dans la chambre d'altitude, je vois beaucoup de points communs avec ce qui est arrivé au commandant Taylor. Une certaine confusion dans le cockpit, des erreurs de navigation. On se met en tête qu'on maîtrise complètement, qu'il n'y a pas de problème, et on ne croit pas les gens qui nous disent le contraire. Tout ça, c'est des symptômes de l'hypoxie. Aujourd'hui, on a opéré une chute de pression contrôlée. Mais vous n'êtes pas resté en altitude pendant 2 ou 3 heures, comme votre pilote. Selon l'altitude à laquelle il se trouvait et le temps qu'il a passé à cette altitude, l'hypoxie a pu être très dangereuse. À quelle altitude voyez-vous apparaître les symptômes? En général, dès qu'on passe les 3000 mètres. C'est pour ça que sur les vols commerciaux, la pression dans la cabine ne dépasse jamais celle d'une altitude de 2500 mètres pour des raisons de sécurité. On ne connaît pas l'altitude de l'escadrille 19. Donc on va devoir trouver à quelle altitude volaient ces Avengers ce jour-là, quel était leur plan de vol, pour voir si on peut attribuer leur disparition à une hypoxie, ou si on peut rayer cette hypothèse de notre liste. S'ils étaient au-dessus de 3000 mètres, l'hypoxie est clairement une possibilité. Ça pourrait aussi être une intoxication au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone était un gros souci à l'époque, et ça l'est encore dans l'aviation moderne, mais pas autant qu'avant. D'accord. Il pouvait y avoir des fuites dans le cockpit venant des gaz d'échappement. Avec ça, vous auriez eu les mêmes difficultés à mettre les objets dans la boîte tout à l'heure. D'après le docteur Bouzin, les pilotes ont pu souffrir d'hypoxie sur l'escadrille 19, mais seulement s'ils volaient à plus de 3000 mètres d'altitude. Merci pour votre aide, docteur. Ça fut un plaisir. Si ce n'est pas ça, ça peut aussi être le monoxyde de carbone. Jeudi, 10h15. Notre équipe se rend sur ce qui reste de la station aérienne de Fort Lauderdale, dernier endroit où l'escadrille 19 a été vue avant de s'envoler pour le triangle des Bermudes et de disparaître à jamais. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec le docteur Bloom. C'est un historien de la marine. Et c'est l'expert à consulter pour toute question au sujet de l'escadrille 19. Voici le capitaine Mo. Enchanté. Et Dave, on a 2 questions à lui poser. D'abord, à quelle altitude volait l'escadrille 19? Et la deuxième question, c'est de savoir comment fonctionnaient ces avions, pour voir s'il y a pu y avoir une fuite de monoxyde de carbone dans le cockpit ou dans le fuselage. John, vous êtes un expert sur l'histoire de l'escadrille 19. À votre avis, que s'est-il passé ce jour-là? Il y a beaucoup de théories différentes. On parle parfois d'un certain alignement entre le Soleil et la Lune. Il y a aussi une histoire de brouillard électronique qui aurait perturbé les boussoles. Ces théories sont crédibles? Je ne pense pas. Je ne crois pas vraiment aux théories surnaturelles. On ne sait pas ce qui s'est passé. Un groupe d'enquêteurs de la Navy a conclu que le drame a été causé par le dysfonctionnement des boussoles. Mais personne n'a jamais su expliquer comment 2 boussoles ont pu perdre le nord simultanément. Cette série d'incidents inexplicables a donc simplement été imputée à une cause indéterminée. Quand on lit les transcriptions des messages radio, on voit que le commandant Taylor a dit que ces boussoles ne marchaient plus. Est-ce que ça arrive souvent dans les avions? Ça ne devrait pas arriver, non.
Est-ce que d'autres pilotes ont eu des problèmes de boussole ou ont parlé d'un dysfonctionnement de leurs instruments? Non. Le seul message qui mentionne un dysfonctionnement, c'est celui de Taylor. Aucun des autres pilotes n'a dit qu'il rencontrait le même problème. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je pense qu'ils ont survolé les Bahamas, comme c'était prévu, mais que Taylor s'est trompé et a cru qu'ils étaient au-dessus des Keys. Il l'a dit. Plusieurs fois, son équipier a dit « Si on vole vers l'ouest, on retrouvera la base ». C'est ce qu'ils ont fait, mais pas assez loin. À 17h24, 1h45 après que l'escadrille 19 se serait perdue, les hommes auraient réussi à faire comprendre au commandant Taylor qu'il se trouvait au-dessus des Bahamas et pas de la Floride. Il aurait alors accepté de virer vers l'ouest, en direction du soleil couchant. Mais 40 minutes plus tard, il aurait changé d'avis et changé de cap une nouvelle fois, persuadé qu'il survolait le golfe du Mexique. Taylor a alors ordonné un virage à l'est. Moins d'1 heure plus tard, on l'a entendu donner l'ordre à ses hommes de se préparer à tenter un amérissage. Pourquoi une telle confusion, à votre avis? Vous avez envisagé l'éventualité d'une hypoxie? Non, parce que sur un vol d'entraînement comme celui-là, les avions ne volaient sans doute pas à plus de 1000 mètres d'altitude. Et l'hypoxie n'apparaît qu'au-dessus de 3000 mètres environ, donc ça n'a sans doute pas été un problème. On a discuté avec un médecin. Il a dit que si l'hypoxie n'était pas une hypothèse valable, il pouvait aussi y avoir une fuite de monoxyde de carbone qui pourrait engendrer les mêmes symptômes. Est-ce que ça a pu poser problème avec ce genre de moteur? Sur cet avion, tout se trouve devant le pilote. L'échappement se trouve sous le plancher de l'avion. Sous les ailes. Et passe sous les ailes. Donc rien ne peut vraiment remonter dans le cockpit. Mais les tuyaux doivent bien être branchés quelque part, donc en théorie, il a pu y avoir un trou dans la paroi de la cabine. Et le tuyau aurait pu fuir à l'intérieur du cockpit. Je vois où vous voulez en venir. C'est une éventualité. D'accord. Sur cet avion, l'Avenger, le moteur est énorme. Il se trouve à l'avant et produit beaucoup de gaz d'échappement. Donc ce n'est pas impossible d'imaginer que le gaz d'échappement a pu fuir à l'intérieur du fuselage et du cockpit et provoquer une intoxication au monoxyde de carbone. Après avoir rayé les hypothèses de l'hypoxie et des causes paranormales, la perte de contrôle que l'on observe dans les messages radio semble indiquer une intoxication au monoxyde de carbone. Mais rien de tout cela n'explique pourquoi aucun des 5 avions n'a jamais été retrouvé dans le triangle des Bermudes. John, sans même parler de la raison de l'accident, pour vous, où se sont-ils abîmés? Après toutes mes recherches, je pense qu'ils sont tombés à moins de 160 km au large de la côte. La question, c'est de savoir s'ils sont tombés tous ensemble. On n'est pas sûr que ce soit le cas. Beaucoup pensent que les 5 avions ne sont pas restés ensemble jusqu'à la fin. Après le nouveau changement de cap ordonné par Taylor, certains auraient brisé les rangs pour poursuivre vers l'ouest. Si c'est bien ce qui s'est passé, les experts pensent que ces avions-là auraient eu assez de carburant pour atteindre la côte de la Floride, ou au moins s'en approcher. Bonjour, vous êtes l'ami de Harvey? Absolument. Chuck. Enchanté, Paul. Capitaine Mo, enchanté. Enchanté, capitaine. On a tout retourné sur cette histoire d'escadrille 19. Un ami de Mo nous a mis en contact avec quelqu'un qui a peut-être une piste sur l'emplacement d'un ou plusieurs des avions de l'escadrille. Le capitaine Harvey m'a dit que vous lui aviez raconté une histoire intéressante sur l'escadrille 19. Ça s'est passé il y a longtemps. Je travaillais avec une équipe de chasseurs de trésors. On recherchait un bateau du nom de San Francisco San Antonio. Vous le cherchiez où? On était au sud de la ville de Jupiter. On avait tracé une grille et le sonar a détecté un objet. Le problème, c'est que les eaux étaient profondes. Mais on a décidé d'aller voir. Quelle profondeur? Environ 55 mètres. À une telle profondeur, la moindre erreur peut être fatale. Absolument, c'est très technique. J'ai plongé avec quelques autres gars. Je suis passé sous les 30 mètres, mais j'avais un problème aux oreilles. Du coup, j'ai renoncé et je suis remonté. Vous êtes remonté, et les autres ont continué à descendre? Les 3 autres sont descendus, mais il ne leur restait plus que 4 ou 5 minutes d'oxygène. En remontant, ils ont dit qu'ils avaient vu un bombardier Grumman Avenger. Un avion de la Seconde Guerre mondiale. Notre équipe enquête toujours sur l'une des disparitions les plus célèbres de l'histoire du triangle des Bermudes, l'escadrille 19. Ils viennent d'apprendre que les 5 avions de l'escadrille n'ont peut-être pas disparu au même endroit.
À quel moment vous vous êtes dit que vous aviez peut-être fait une grosse découverte? Tout de suite ou plus tard? C'était presque 10 ans plus tard quand j'ai entendu parler de l'escadrille 19. Ce qu'on ignore souvent dans cette histoire, c'est qu'il y avait une certaine animosité entre les Marines et la Navy sur ce vol-là. Il existe une théorie qui dit que 3 des pilotes étaient des Marines et qu'à un moment ils ont dit « c'est de la folie, on fait demi-tour ». Et si on trace une ligne depuis l'endroit où ils ont dit ça, en direction de l'ouest et de la terre ferme, on tombe pile au sud de Jupiter. L'une des hypothèses dit qu'au moins certains des pilotes de l'escadrille 19 auraient désobéi aux ordres du commandant Taylor. Il a pu y avoir un point de rupture à un moment. C'est juste ici qu'on a retrouvé l'avion. Si cet avion faisait partie de l'escadrille 19 et qu'il a tenté de rejoindre la terre ferme, il a très bien pu ne pas y arriver et s'abîmer en mer près de Jupiter. Mardi, à 7 h du matin, notre équipe s'aventure dans les eaux dangereuses du triangle des Bermudes pour atteindre les coordonnées fournies par Paul. Check Dave, on approche. On est près du site donné par Paul. On est presque dessus. Mais tandis qu'ils s'approchent de leur zone de recherche, ils se retrouvent cernés par des vagues puissantes. Bon aperçu des conditions dangereuses qui font la notoriété du triangle des Bermudes. Aujourd'hui, on est en pleine recherche et les conditions ne pourraient pas être pires. Le vent est très fort, les creux sont profonds. On dirait que chaque fois qu'on s'aventure dans le triangle des Bermudes, ils cherchent à nous repousser. C'est comme si Poséidon avait décidé de nous jeter et on se fait secouer dans tous les sens. Tout est plus difficile. C'est parti, Mike. Ok. On a quelque chose. Regarde, on voit que ça vient d'apparaître. Il est là, à 55 mètres. Les gars, on vient de trouver un truc à 55 mètres. Ça ressemble à quoi? C'est très plat sur le dessus. Ok. Les côtés n'ont pas l'air très hauts. En arrivant en eau plus profonde, on a commencé à chercher et on a trouvé très vite. C'est la bonne profondeur, la bonne forme, le bon endroit, donc on se dit que c'est peut-être l'escadrille 19. Les gars, il y a pas mal de courant. À peu près 3 nœuds. On ne peut pas descendre aussi profond. C'est bien trop profond pour plonger. Il vaut mieux préparer le robot. Ok, c'est parti. Même dans des conditions idéales, plonger à 55 mètres, c'est très technique. Un plongeur lambda ne peut pas faire ça. Et aujourd'hui, les éléments sont contre nous. Il y a des vagues, du vent, une mauvaise visibilité et un très fort courant en profondeur. Donc on a décidé que le mieux, c'était de faire descendre notre drone sous-marin. Ok, je l'installe. Si les choses tournent mal, au pire, on perd notre robot. Bon, mets-toi au-dessus, dis-nous quand on y est, et on le met à l'eau. J'arrête le bateau, on y est presque. Je stabilise, et on est prêt. Mike, tu peux y aller. On est au-dessus, lâche-le. Envoie le drone. Voyons voir ce qu'on a. Donne du mou, Mike. Il se prend le courant, je le vois bouger. Ouais, il a du mal. On a sorti le drone, on l'a mis à l'eau et on a commencé à explorer. Il est dans son élément. À 30 mètres, on ne voit que du bleu. Bon, attends un peu, il galère pour nous suivre. Ça y est, je suis juste au fond. Je vois une ombre, c'est quoi? L'eau est trouble, la visibilité n'est pas parfaite. J'ai environ 10 ou 11 mètres de visibilité, mais je vois une ombre. On dirait une trace qui mène à ce gros truc. Mike, donne un peu de mou. Qu'est-ce que c'est? Je vais le contourner par la droite. Rapproche-toi. C'est moins facile que ça en a l'air. Chuck me demande, c'est quoi? Mais j'en sais rien, moi. J'ai qu'un tout petit écran, je vois pas ce que c'est, j'essaye d'avoir un meilleur angle de vue. Continue. Je peux pas aller plus loin. Pousse plus fort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Remonte un peu, pour qu'on voit mieux. On voit la queue d'un avion. Sérieux? Ça ressemble... Donc c'est bien un avion. C'est bien un avion de la Seconde Guerre mondiale. Quel modèle? Ça ressemble à un Avenger, on dirait bien. Le lieu de l'accident de l'escadrille 19, l'un des mystères les plus anciens du triangle des Bermudes, est peut-être juste sous leurs pieds.
L'équipe vient d'identifier une épave d'avion près de la pointe ouest du triangle des Bermudes. Il a fallu un peu de temps pour que Dave atteigne le bon endroit avec le robot. Quand on a commencé à voir l'avion, on a vu la forme du fuselage, la forme des ailes, le train d'atterrissage escamotable sous les ailes, tout collé avec les caractéristiques d'un Avenger. Regarde, Mo. Ce que tu vois, c'est un fuselage ancien. Là, c'est une aile avec un train d'atterrissage escamotable. Je n'en reviens pas. Le drone n'a bientôt plus de batterie. Il faut le faire remonter. Attends, je filme encore un peu. Il va nous falloir un plus grand écran parce que là, c'est frustrant. Je regarde ça à l'arrière d'un bateau qui tangue et qui roule, avec le reflet du soleil dans l'écran. Je vois pas bien, donc je peux pas être sûr de moi à 100%. Récupérez le robot et remontez l'échelle. C'est bon. Je veux regarder tout ça en intérieur, sur un plus grand écran, un ordinateur ou une télé. Comme ça, je pourrais déterminer de façon plus sûre quel est cet avion. On est tout bon. En avant toute, pilote automatique. Si on a vraiment trouvé un avion de l'escadrille 19, c'est extraordinaire. Ce serait énorme. Ok, voilà le profil de ce qui nous intéresse. C'est clairement un avion de la Seconde Guerre mondiale. Il est 17h et notre équipe étudie les images filmées par le drone dans l'espoir de pouvoir identifier de façon certaine l'épave de l'un des Avengers de l'escadrille 19. On a une bonne image. Ouais, c'est super, c'est très clair. Là, c'est du vrai boulot d'enquête. Dave nous montre la vidéo image par image et moi, j'observe des photos anciennes d'avions Avengers pour voir si tout correspond. Ce qu'on voit là, c'est le train d'atterrissage. On a un train d'atterrissage escamotable. Regarde, juste là. Il se rétracte dans cet espace vide qu'on voit là. Le bord avant de l'aile est en ligne droite. C'est ce qu'on voit là. Vous voyez les volets qui se trouvaient à cet endroit? Tu peux avancer, Dave? Replace-toi vers l'arrière. Pour le moment, tout colle avec un Avenger. C'est bon? Je ne peux pas dire. Il est sur le dos, mais ça colle. Montre-nous, Dave. Je me rapproche. On le contourne. Approche. Le drone a bien bossé. Ok. Stop. On a le train d'atterrissage, le parafoudre. Mais il y a un problème. Vous voyez là? Sur la photo, à l'arrière de l'avion, on a une entrée par où l'équipage montait à bord. Les Avengers sont plus gros. Ça, c'est pas un Avenger. Les avions Avengers ont une sorte de gros ventre. Ils étaient faits pour un équipage de 3 personnes. Il y avait une entrée à l'arrière de l'avion pour pouvoir monter et descendre. L'avion qu'on a trouvé n'a rien de tout ça. Mais regarde là, c'est gros. Peut-être que le reste du truc est enfoui. Non, il est posé sur le dos. Cette partie de l'avion doit ressembler à un ventre de poisson. C'est là qu'étaient stockées les torpilles. Ce n'est pas l'escadrille 19. C'est la bonne époque. C'est un avion de la même période. Mais c'est pas celui qu'on cherche. C'est ça. Ça craint. On cherchait un Avenger et on a trouvé un Hellcat. Ce n'est pas ce qu'on cherchait, mais c'est un autre mystère du triangle des Bermudes. Comment ce Hellcat est arrivé là? Bon, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. On ne décide pas sur quoi on tombe. Chuck a identifié l'épave. C'est un avion datant de la même époque que l'escadrille 19, autour de 1945, mais ce n'est pas un Avenger. Les 5 avions sont recherchés par des milliers de gens, mais c'est comme s'ils avaient disparu. Est-ce qu'ils se sont vraiment abîmés dans les eaux de l'océan Atlantique? Ou est-ce qu'ils se sont évaporés dans le triangle des Bermudes? Tout le monde parle de phénomènes surnaturels. Ces avions ont tout bonnement disparu. Je suis sûr qu'ils sont quelque part au fond de l'océan. On ne sait pas où, mais ils sont forcément quelque part. Cet avion-là ne faisait pas partie de l'escadrille 19. Mais ça nous a clairement rappelé qu'il doit y avoir un nombre incalculable d'épaves dans le triangle des Bermudes.